right. Merci, So I'm merci. going to do a presentation that Alors, normally I do in one day. Je vais réduire à 3/4 d'heure une présentation que je donne habituellement à une journée complète, 8 heures d'habitude. Donc, je vais essayer de parler le moins possible et vous montrer des images qui en disent long. Je vais vous présenter d'autres espèces. Alors, je vous ai écouté aujourd'hui, j'ai parlé à plusieurs d'entre vous et j'aimerais vous dire qu'après le repas de ce soir, on m'a demandé de vous parler de changer un loisir en affaires. Oui, je vais faire ça, mais en même temps, je vais également ouvrir la période à des questions parce que je pense qu'il y a plusieurs questions. Et je veux également souligner des nuances quant au pâturage, des choses dont je n'ai pas parlé ce matin et dont j'aurais voulu traiter davantage. Alors, regardons ensemble une série d'images qui, je l'espère, en diront assez long. Alors, défi technologique. Voilà. Voici la ferme. Nous sommes des bioterroristes. Nous croyons que tout est interconnecté. Nous avons différents environnements. Nous avons des herbes, des bosquets, la forêt, que nous utilisons de bien des manières. Nous vendons du bois de chauffage. Nous avons des gens qui viennent sur place prendre du bois avec leurs propres équipements. Nous avons une scierie avec différents équipements à tout faire, si on veut, des équipements qui servent à différentes fonctions. On a une scierie qui nous permet de transformer le bois coupé en planches. Alors, voici ici du noisetier noir. Nous avons quelque chose qui nous permet, une pièce d'équipement qui nous permet de réduire en sciure de bois. Et lorsque nous donnons du foin sous sous un auvent, en fait, on peut rajouter du carbone et rajouter du carbone sous les vaches qui permet d'absorber le fumier et l'urine sous la forme de sciure. Donc, cette sciure nous permet d'avoir une belle économie du carbone sur nos lieux. Voici où il est entreposé, donc de la sciure de bois, des écorces de bois, des épluchures de cacahuètes, des écorces de céréales. Tout ce qui est brun, tout ce qui est un peu biologique est entreposé là. Ici, vous voyez les mangeoires. Et alors que les litières et l'endroit d'habitation des vaches montent, alors que le sol monte, on augmente le niveau des mangeoires. On rajoute de quoi au sol, comme vous pouvez le voir ici, de la sciure de bois au sol, et c'est anaérobique. Le maïs, en fait, qui est inclus là-dedans, fermente. Et quand les vaches ressortent au printemps, on laisse les cochons passer. Dans cette zone, les cochons cherchent le maïs dans la litière où les vaches étaient auparavant et le transforment en produit anaérobique, en produit aérobique, et ainsi, ça devient du compost. Et le compost, à son tour, devient de l'engrais. Donc, on a pris des débris de la forêt, on s'en est servi comme élément carbonisant, et ce sont les cochons que l'on met à l'œuvre, qui se mettent à travailler pour nous, et change évidemment notre manière de faire un peu nos affaires parce que nos infrastructures
ne perdent pas de valeur, mais prennent en valeur. Et si nos fermes sont gérées en fonction d'infrastructures qui ne perdent pas de valeur, qui ne rouillent pas, l'infrastructure est indépendante de la grandeur de notre ferme. On sait que les fermes ont dû devenir grandes pour rester en affaires et quand on utilise des infrastructures qui sont grandes, l'amortissement est évalué en fonction de la surface de nos lieux. Cela étant dit, si on utilise nos animaux pour nous aider dans notre processus, ça change tout le portrait économique et les calculs de l'amortissement. Et en plus, ça fait en sorte que les cochons aiment bien être des cochons. Vous voyez, en fait, les transformations chimiques ici qui se passent dans le compost avec les petits nuages. Il y a un petit look cinématographique à la chose. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, « Ben voyons, pourquoi tu perds ton temps à faire tout ça? » Alors, oui, je sais que le dollar que vous voyez à l'écran vaut plus qu'un dollar canadien, mais c'est le prix de notre fumier. Et sur nos fermes, ce n'est pas parce que nous n'avons pas de ressources que nous n'avons pas d'argent. Notre problème, c'est la constipation de l'imagination, comme dirait mon fils. Donc, l'utilisation des ressources que nous avons à notre disposition. Alors, ensuite, nous répandons ce compost que nous avons créé sur les champs tôt au printemps. On peut y rajouter des minéraux, de la cendre de bois ou quoi que ce soit que l'on juge favorable. Et nous pouvons couvrir nos terres au printemps avec ce compost alors que nos terres ont faim, ont envie de nutriments et donc c'est là qu'on l'applique sur nos pâturages. Et quand on sort des régions où les animaux mangent, en fait, là où on avait notre compost, on peut ensuite utiliser les poules sur la même surface. En fait, ce qu'on veut, c'est une rotation au niveau des animaux, que différents animaux aillent sur les mêmes endroits afin de briser les pathogènes. Et pour faire cela, c'est d'enlever les espèces qui favorisent leur prolifération. Et si on fait ça plusieurs fois par année, une rotation entre les différents animaux, ben, ça permet de bien utiliser nos infrastructures tout en faisant une bonne gestion de nos ressources. Regardez dans cette image la structure très simple. Il y en a qui pensent que c'est par trop simple et puis un petit peu compliqué, en fait. Mais en fait, ce que vous voyez, c'est là où nos animaux restent en hiver pour protéger nos pâturages. On sait que nos vaches sont très à l'aise et ça favorise notre programme de fertilité. Donc, plusieurs bienfaits. Et il n'y a pas une de mes vaches qui est venue me voir pour me dire ben là, le toit n'est pas fini, je m'en vais pas là. Non, 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 non. Je vous dirais que la moitié de la population mondiale, en fait, ne vit pas aussi bien que mes vaches avec leur toit qui manque. Nos cochons, nos porcs sont très heureux quand ils vont dans les pâturages qui leur sont dédiés. Ici, on a un mode de transport pour eux qui leur convient bien parce qu'on sait que les porcs aiment bien rester confortablement à l'horizontale et pas très élevés en hauteur. Ici, des mangeoires pour eux. Ensuite, on sait qu'on les bouge d'un paddock à l'autre à tous les 5 ou 12 jours. Et donc, 3 fois par année reviennent-ils au même endroit. Et donc, nos porcs se nourrissent au bar à salade, l'embarras du choix. Ils sont tellement heureux qu'on les entend chanter l'opéra. Et ce que je veux vous dire, en fait, c'est que ce que vous voyez,
à l'écran, ça a été traversé par les porcs et a fait, le bosquet est passé par un exercice énergétique organique. Voici un champ sur une de nos fermes qui permet d'élever 300 porcs. Notre densité est 10 porcs de l'acre, mais nous, on les a en groupe de 35 à 50, 7 ou 8 enclos, et dans une rotation, nous avons un cycle de 80 jours. Donc, beaucoup de périodes de repos. Et dans ce champ de 20 acres que nous louons pour 2 000 $ par année, nous pouvons élever 300 000 $ de porcs. Et regardez l'infrastructure. Il n'y a pas de ciment, il n'y a pas d'édifice, il n'y a pas de fumier à transporter. C'est un autre système. Alors, nous voici une semaine après être sortis d'un enclos. On voit la végétation qui revient rapidement. Pourquoi? Parce que les animaux n'étaient pas là très longtemps. Ils bougent rapidement. Alors, on les bouge rapidement et on permet à nos surfaces de se reprendre pour une bonne période de temps. Alors, on revoit ici le bosquet précédent, complètement changé. Le voici un mois plus tard. Le voici 80 jours plus tard et il est prêt pour un autre cycle de visite de nos porcs. Donc, ici, au fil des photos, vous avez vu la progression de la végétation qui revient, beaucoup de diversité. On doit dire aussi que les porcs, avec leur recherche du terrain, font réagir différentes graines, différents semis qui se mettent à pousser grâce à eux. Il y a même des services de la conversation qui n'arrivent pas à identifier certaines des herbes que l'on voit chez nous, ce qu'on trouve en fait très excitant et qui nous donne beaucoup d'enthousiasme parce que j'ai l'impression que nous travaillons dans une cathédrale biologique. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'était une forêt. On a coupé les arbres. Les porcs sont venus et alors que les porcs ont dérangé le sol, si l'on veut, ils ont ouvert les capacités de germination et de bourgeonnement des des graines. Savez-vous que certaines graines peuvent attendre 500 ans pour les conditions adéquates avant de bourgeonner? Alors, pensez à cette graine. Elle arrive l'année 1. Ah, je ne suis pas prête. Année 2, non, pas encore. Année 125, non, les conditions ne sont pas encore là. Année 510, nos porcs arrivent. On coupe les arbres, puis la graine fait « wouhouhou! C'est l'année où je peux bourgeonner. » Est-ce que c'est pas super? Est-ce que c'est pas super? Et donc, c'est une grande joie pour moi et pour nous de pouvoir participer à ces cycles naturels. Avec une corde de nylon ici, comme vous voyez à l'écran, autour d'un arbre, on peut s'en servir pour nos clôtures électriques et nos porcs peuvent traverser les forêts en grands groupes. Et ici, ce sont nos clairières dans les bosquets pour nos porcs. Nos porcs y vont, ils dérangent le sol, ils le remuent. C'est un vrai remue-ménage, en fait, et ainsi stimulent la décomposition. Ils se font un festin des bébites qui attaquent les arbres et de nouvelles graines en viennent à bourgeonner. Alors, c'est assez extraordinaire. Ici, sous les arbres, une toute nouvelle végétation et nous recevons 500 $ par acre et la forêt continue
de grandir. Pourquoi les fermiers ne sont pas intéressés par les forêts? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de revenus lorsqu'on coupe des arbres. Mais ici, on peut voir comment nous pouvons accumuler des revenus étant donné qu'on est capable de nourrir nos porcs de façon naturelle. On n'a pas besoin de faire l'entretien de nos forêts et de nos bosquets. Et ça permet de faire rouler notre cash flow. Donc, c'est gagnant, gagnant et gagnant sur toute la ligne. Les herbes. On a parlé de gazon ce matin. Je ne continuerai pas là-dessus. Il y a des images qu'on a vues ce matin. Alors, je vais aller passer à travers ça rapidement. OK? Et je commence à m'habituer à la télécommande, là. C'est pas mal cool. Il y a un trophée pour ça, je pense, pour avoir conquis la télécommande. Ça va bien, Pierre, n'est-ce pas? OK. Alors, c'est la touche. Il faut développer la touch. OK. Alors, on avance, on avance. On a vu ces images-là déjà. OK. L'irrigation, la K-line, on s'en va vers la volaille. Voici les plantes en pâturage. Il faut que je fasse ça à l'ancienne. OK, ces vaches laissent tomber leur carte de visite. On suit les vaches 3 jours après avec ça, c'est 800 poules pondeuses qui suivent les vaches et les poules attaquent les tas que les vaches ont laissés. Ils nettoient et ils nettoient l'excrément des vaches. Et ça, c'est des valves flottantes, des abris mobiles, un plancher pour que tous les déchets puissent aller fertiliser le pâturage en dessous. On n'a pas besoin de nettoyer autant. Au lieu d'utiliser des antiparasitaires et des anti-vermifuges et des anti-vers pour contrôler ce genre de choses. Dans le bétail, on prend une page sur les oiseaux qui suivent les herbivores dans la nature et on dit comment est-ce qu'on peut dupliquer, copier cette relation symbiotique entre les herbivores et les oiseaux de manière commerciale. Alors, au lieu d'utiliser tous ces matériaux toxiques sur les animaux, on fait la collecte de 300 000 $ d'œufs comme sous-produit du programme de sanitation des pâturages. Alors, encore une fois, comme les cochons font le compostage, les poules font le nettoyage du pâturage. Et pour une poule, arriver là avec des vers et des mouches et plein de choses à manger, des insectes, c'est comme manger de la crème glacée pour nous, comme découvrir un 2 litres de crème glacée. Alors, ça permet à la poule d'être une poule et les animaux font le travail qu'ils sont supposés faire et ils sont pas, c'est pas juste du bacon ou des producteurs d'œufs, c'est aussi des animaux qui travaillent sur la ferme et qui aident à assainir le pâturage dans ce cas-ci. Cet aspect vraiment efficace. Il y a des œufs qui sont comme sous-produits. Pour ceux qui font de la production d'œufs, je veux que vous remarquez ma nièce Heidi qui cueille les œufs. À mesure qu'elle les cueille, elle ouvre la porte et vous voyez à quel point ils sont propres, les œufs. La clé de la propreté, la clé, c'est la propreté. Et la clé, c'est que les poules sont à l'extérieur des nids la nuit. Alors, les mettre dehors la nuit, les mettre en haut du niveau des yeux, et toutes ces choses-là font en sorte qu'on a des œufs qui sont plus propres
et ce qui fait qu'on peut les ranger beaucoup plus facilement. On a 16 de ces pondeuses mobiles. On les met en groupe de 2 parce que c'est beaucoup plus facile de déplacer 2 petits modules en train qu'un gros module. C'est plus facile de bâtir des plus petites structures, c'est plus facile à déplacer, c'est plus facile avec un terrain plus difficile de manœuvrer avec ça. C'est pour ça qu'on utilise 2 petites au lieu d'une grande pour qu'on ait un convoi au lieu d'une grosse plateforme. Alors, la question, c'est où est-ce que vous aimeriez vivre? À côté duquel des deux? Il n'y a pas de question, selon moi, où j'aimerais vivre et où j'aimerais habiter. Pas juste à côté, mais on veut que les poules puissent se promener, on leur donne de la place. Il y a une attrition qui arrive parce que certaines poules s'éloignent trop et ne peuvent pas revenir à la maison. Et la semaine d'après, on trouve une pile de plumes. Mais pensez à ça, on n'est jamais obligé de donner d'antiparasites aux vaches. On n'est pas obligé de travailler là-dessus. Et essentiellement, ils sont sans parasites, sans mouches. Et on peut perdre quelques poules à la stupidité. C'est correct, ça vaut la peine pour ce qu'on gagne en bénéfice. Alors, surtout que d'amener les vaches en chorale, parce que si vous travaillez avec votre mari ou votre femme, travailler avec des vaches, c'est un test de notre mariage. Non, c'est pas après toi que je crie. Je veux juste m'assurer que tu m'entendes. Je suis pas en train de te crier après, là. Alors là, on pense que le test de compatibilité, c'est d'aller travailler avec les vaches ensemble. C'est le test d'une relation homme-femme, une relation de couple plutôt. Alors, la pondeuse mobile, c'est un modèle pour les œufs. L'autre modèle, c'est ça. On appelle ça le Millennium Feather Net. C'est le Millennium Falcon dans Star Wars parce que c'est une structure en A et il y a la clôture autour et ça utilise... ça, c'est intensif en termes de territoire. Le mobile, c'est des pneus. Le pondeuse mobile, des routes, pneus pour aller sur les routes. Des fois, il faut les déplacer sur de longues distances. Ça se déplace pas vraiment, seulement quelques mètres par ici, par là. On a une oie qui les protège des prédateurs aériens et l'oie, c'est un animal qui discrimine pas. L'oie déteste tout le monde. Me déteste, te déteste, déteste tout le monde qui est étranger. Il n'y a pas de préjugés. Il déteste tout le monde également. Et donc, cette clôture, c'est vraiment la fine pointe de la technologie. Même il y a 15 ans, on n'aurait jamais pensé avoir un produit qui aide à l'épreuve des coyotes, des ratons laveurs et protège les poules. Et 50 mètres, ça pèse 12 livres seulement et on peut le mettre et l'enlever en 10 minutes. Ça s'appelle de l'agriculture innovatrice. Ça, c'est de l'information qui informe, si vous voulez, l'agriculture. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va vers l'information, vers la science. Les mathématiques, c'est concret. On a un espace donné, une infrastructure intensive en capital. Ça, c'est mathématique. Je suis juste en train de lire que Stockman Grass vient de réimprimer, refait avec Jim Garish, avec Allen Nations, le livre Old Book Quality Pastures. C'est un livre classique. Et il dit que faire la culture de gazon est une entreprise
de connaissances, de capacité d'information. Et quand vous avez vu mes diapos, j'espère que vous comprenez qu'on a très peu d'infrastructures intensives en capital. La ferme moyenne aux États-Unis a besoin de 4 dollars de bâtiments et d'équipements pour générer 1 dollar en vente annuelle. Alors, si ma ferme ça fait 100 000 dollars, j'ai 400 000 dollars en bâtiments et en équipement. C'est pas du terrain, c'est de l'infrastructure dépréciable. Alors, savez-vous, c'est quoi le ratio? 50 sous pour 1 dollar. Et c'est une grosse différence. Alors, c'est pas 4 pour 1, c'est un demi pour 1. Alors, quand les gens disent combien de bâtiments ils ont, moi, j'aime parler de combien de bâtiments j'ai pas. Parce que c'est de prendre la place de bâtiments et d'équipements et d'énergie, carburant, équipement et tout ça, et pour simple clôture dans notre système. Ça, c'est mon fils Daniel. On met la clôture en place, on les déplace à tous les 3 jours. Alors, vous faites un cercle et vous tirez et les poules vont dans le prochain cercle. Et on a des clôtures et on a une source d'énergie et la structure est facile à monter. C'est fini. C'est un quart d'acre à tous les 3 jours, 1000 poules. Et ça génère 2 à 3 000 dollars par acre. Et rappelez-vous, on a fait du foin. On a eu les pondeuses mobiles, on a eu les dindons, on a eu les poules, les vaches qui ont passé par là. Alors, on peut avoir plusieurs entreprises avec le même territoire et on ajoute tout ça et finalement, on est à 10 000, 11 000 dollars par acre. Et vous voyez avec quelle infrastructure on travaille. Et là, soudainement, il y a de l'argent pour la prochaine génération. Il y a de l'argent pour générer 2 salaires sur une petite ferme. Et je suis ici pour vous dire que jusqu'à ce qu'une ferme génère 2 salaires, c'est pas viable. C'est pas durable. Il faut générer au moins 2 salaires pour 2 générations. C'est pas une ferme durable. Parce que jusqu'à ce que vous puissiez générer 2 salaires pour 2 générations différentes, l'entreprise de la ferme va suivre la trajectoire démographique de la première génération, qui va éventuellement s'éteindre. Et voici l'intérieur de Millennium Chicken. Et on fait éclore nos propres œufs et on prend les plus vieilles poules. Si vous êtes vieille, en santé et productive, on veut votre génétique. On se fout de votre couleur, combien de plumes vous avez, de quoi ont l'air vos yeux, vos pieds. On s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est si vous êtes en santé et vous fonctionnez bien. On peut faire des gîtes portatives, on peut les déplacer facilement. On utilise des chiens de garde pour les prédateurs nocturnes. En hiver, les poules pondeuses vont dans des abris. On peut voir les lapins en haut, les poules en bas. On rajoute des poules, des lapins, des poulets. On remplit l'espace. Le nombre de mètres cubes, pas juste linéaire. Et parce qu'il y a tellement d'animaux différents là-dedans, ils agissent tous comme antipathogènes pour les autres. Et aucun ne doit être à une densité qui encourage les pathogènes. Alors, 3 différentes espèces. Les poulets, disons, à 70 de la densité normale, les cochons à 50 de la densité normale et des lapins à 30 de la densité normale. Et on ajoute 30, 50 et 70 et on arrive avec 150 de production brute par pied carré, qui est plus élevé que n'importe quel mode de production possible. Mais aucune des espèces seules
est à un niveau de concentration qui les amène dans un espace de danger pour les pathogènes. Et de causer des problèmes pour les pathogènes, c'est bien. Quand un pathogène de lapin tombe et tombe à côté de l'excrément de poule, oh, Johnny et Matilda ne savent pas quoi faire, où bâtir leur maison, comment s'implanter. Les pathogènes sont confus. Et tout ça, c'est en 24 heures. Et les pathogènes meurent par la confusion, parce qu'ils ne savent pas trop où aller. Ce n'est pas un environnement normal pour eux. Alors, une utilisation multiple de l'espace. Et quand tout ça, ça sort au printemps, ils sont là à peu près 100 jours, ils sortent au printemps, on a un lit très épais, composté, on peut avoir des légumes, on peut utiliser ça dans la même structure et faire de milliers de dollars dans cet espace qui a été traité par les animaux. Ça, c'est une super bonne idée que j'ai eue. Ça, c'est une de mes meilleures idées. Ça, c'est un abri pour les cochons. Si vous avez élevé les cochons, vous savez que les cochons, éventuellement, ils vont creuser jusqu'en Chine. Et oui, on aime que les porcs sont sur le ciment avec beaucoup de litières, mais il y a des limites. Mais on ne voulait pas perdre ces abris pour faire pousser les légumes. Donc, on a installé des trottoirs. Alors, pour le porc et le tracteur, c'est un plancher de ciment, mais entre les deux, on peut faire pousser des légumes également. Donc, on a un plancher, un sol de ciment avec des couloirs pour les légumes. C'est donc une illustration d'usages multiples dont je vous parle depuis le début de cette présentation. Alors, voici poulets et lapins l'été et porcs l'hiver dans le lieu que vous voyez. Ici, pour les lapins, ici, un acre de gazon qui a été piétiné par les lapins. Alors, vous avez de la très belle qualité d'herbe par la suite. Ici, on a les chats aussi qui contribuent à notre entreprise, nos poulets, plusieurs milliers que nous avons élevés. Et pour le bâtiment que vous voyez, où pensez-vous que nous avons pris les matériaux? Si on partait de zéro, ce serait très intimidant au niveau des coûts, mais comme nous avons notre propre scierie, ce que vous voyez, c'est très facile à construire. Et regardez les murs de côté qui permettent de la profondeur, une litière faite de compost, sans vaccin, sans médicaments. Voici les petits poussins qui peuvent y grandir. 14-15 jours, ils sortent dans les champs, dans des structures amovibles, des structures qui peuvent bouger, qui sont 10 par 12 pieds par 2 pieds de hauteur. Alors, désolé, je ne suis pas dans le système métrique. Alors, on peut y entrer 75 poussins. On les bouge à tous les jours, partout sur le terrain, tout simplement avec un dolly. On prend un bout, on tire, comme vous pouvez voir. Une personne avec un dolly peut bouger 60 poussins de l'heure. Ça, c'est 4500 poulets, puis on n'en a pas perdu un seul. Notamment, pas un oiseau de proie n'a pu les atteindre. Ils sont mobiles. Et puis, on n'a pas besoin d'être propriétaire du terrain. Alors, on les a sur du terrain loué, on les a parfois chez nous, on les a dans des parcs, on les a sur les terrains de l'aéroport même. Alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous pouvez faire beaucoup plus de choses que vous ne pensez sans être propriétaire du terrain.
Ici, ce sont des modules également que l'on peut faire et défaire. Alors, vous pouvez en rajouter, vous pouvez en diminuer, et ce n'est pas nécessaire d'avoir une hypothèque sur une très grande structure qui doit être construite au préalable. Non. Alors, et puis, c'est pas un édifice non plus, donc il n'y a pas question de permis. Et cela étant dit, la gestion de tout cela est importante. Donc, les ressources humaines, les compétences et les habiletés sont très, très importants. Mais ça fait en sorte que notre entreprise est beaucoup plus résiliente parce que la seule chose, on n'a pas besoin de refaire les gens comme on est obligé de refaire les gens, les infrastructures. Alors, c'est certain qu'il n'y a personne qui est venu pour me dire, je m'en viens fermer vos compétences. Non, comme on pourrait le faire, fermer un édifice. Alors, ici, on transporte l'eau qui viennent de l'étang, qui sont eux-mêmes nourris par des ruisseaux de montagne. Ici, les dindons, eux, ont besoin d'un peu plus d'espace. On les met dans un espace avec des filets. Alors, la structure que vous voyez au fond peut être déplacée et défaite en 5 minutes. Et on peut se déplacer à 70 000 à l'heure avec ce truc-là. Alors, et nos dindons, nos dindes bougent à tous les 2 jours, ce qu'elles aiment faire. On peut avoir des groupes petits ou grands. Alors ici, on a une dinde qui nous fait un discours politique. Et ici, ma petite fille d'à peu près 4 ans, en fait, ma fille qui a maintenant 32 ans, ici, on voit les débuts de tout ce qu'on faisait. C'est en fait une belle chorégraphie de ferme. Ici, vous voyez l'usine de transformation, 200 volatiles de l'heure. Les petits-enfants nous aident. Nous avons un poulet de qualité vraiment exceptionnelle. Les tripes sont compostées et également, ici, on fait de la formation. On a un apprenti ici. Et puis, il a commencé ici son usine de traits de vaches. Voilà son entreprise. Et maintenant, il a sa petite entreprise sur... donc, il loue un peu d'espace et ces choses ont décollé. Et puis, en fait, il est même allé chez un des voisins. Et sur le terrain des voisins, alors qu'il n'avait pas d'argent, en fait, il a fait un échange avec le voisin où, au lieu de payer de l'argent de location, il a donné du compost. Et puis, l'avantage pour le terrain du voisin a été une situation gagnante. Donc, notre nouveau fermier, nouvel apprenti, avait pas d'argent pour pouvoir investir et pourtant, il a réussi à décoller. Tout ça à la suite de bonnes idées. Ici, on a vu quelqu'un qui voulait faire des champignons et de l'horticulture. Alors, nous avions déjà des clients. Donc, on a rajouté des choix aux clients que nous avions déjà. Ici, des champignons. Et cela a rajouté une valeur aux produits que nous offrions déjà, des champignons micellaires. Et puis, nous sommes maintenant 25 qui travaillons sur la ferme l'été. Nous avons un chef qui vient faire la nourriture pour tout le monde et de manière conviviale, nous mangeons ce que nous avons préparé. Et regardez ce que ça donne, les 25 qui mangent ensemble à tous les soirs de l'été. Ça crée un esprit de communauté. Voici mon frère qui est pilote durant la semaine, qui est un fermier de fin de semaine. Lui, il s'intéresse à la production de miel. Ici, mon petit-fils qui a son troupeau d'agneaux, l'autre qui s'intéresse aux canards. Alors, qui a sa propre petite entreprise de coco. Ici, poulette de spécialité avec ma petite fille qui est gérante générale qui leur a donné chacun des noms.
J'ai une autre fille qui fait des livres à colorier pour les enfants. Et ici, généralement, dans les fermes de notre voisinage, il y a des signes qui disent « interdit de passer », mais chez nous, c'est « parking, bienvenue, venez ». Alors, comme vous pouvez voir, ma petite fille qui amène les visiteurs visiter, nous avons 15 000 visiteurs par année. Nous sommes très axés sur les gens. Nous avons une cuisine commerciale, nous avons un pavillon avec des événements et de la belle musique. Et nous savons deux choses. Il y a deux choses qui accrochent les gens. Venez voir notre ferme, numéro 1. Et numéro 2, goûtez-y. Goûtez-y. Alors, voir et goûter. Nous avons toutes sortes de visites, la virée des lunatiques, la virée des amateurs d'herbe et ainsi de suite. Et ce sont en fait des pigistes qui ont développé des projets créatifs en collaboration avec nous sur la ferme. Sur la ferme, pardon. On a eu des camps de jour. Et les enfants ont énormément de plaisir. Nous avons des foires alimentaires. Et une des choses très prisées que nous faisons, c'est de goûter à tout ce qui est élaboré sur la ferme, dont des saucisses végétariennes. Et ces enfants sont parmi nos meilleurs consommateurs. Nous collaborons également avec quelqu'un qui s'appelle Marc, qui a transformé cet autobus en épicerie de produits locaux. Et on peut habiter à même cet autobus et il fournit du miel, des éléments secs, des légumes, des fruits, de la viande. Et avec l'Internet, il a un horaire d'arrêt sur des hôtels de ville ou des placettes dans les villes environnantes et les gens s'approchent de l'autobus pour venir faire leurs achats. Alors, nous avons aussi des congélateurs, des produits surgelés pour 4 000, des produits surgelés et frais, un système de panier en collaboration avec d'autres fermiers de la région. Nous avons 4 000 consommateurs. Nous avons des restaurateurs également. Nous allons voir, c'est-à-dire nous invitons tous les chefs sur la ferme une fois par année, appréciation de nos chefs locaux, ce qui permet de favoriser la loyauté. Ici, nous avons Teresa, ma femme, je crois, qui est très compétente en comptabilité. Et comme vous voyez, toutes les générations contribuent avec leurs différents projets. Évidemment, ça arrive que nous ayons nos propres défis, comme vous avez pu voir sur la photo. Mais en même temps, si vous continuez, si vous voyez, ce qui est le plus important pour nous, ce sont les ressources humaines. Et j'ai toujours la larme à l'œil quand je vois des photos du genre où les gens sur ma ferme sourient, sont jeunes, sont la prochaine génération et sont une tribu pleine d'enthousiasme et d'inspiration et qui ont adopté des principes avec lesquels ils continuent d'évoluer. Alors, notre Taj Mahal que vous avez vu auparavant, fait avec les produits de la Syrie. Et de voir à tous les jours la joie, l'enthousiasme autour de soi, ça contribue à garder le cœur jeune et ça bâtit un héritage et un patrimoine desquels les gens ne veulent pas se dissocier. Ils veulent continuer à rester, continuer au travers des générations. Merci.